sommaire de cette édition, en République démocratique du Congo, Vital Kamerhe, principal accusé d'un procès anticorruption sans précédent, a déclaré ce jeudi que rien n'a été fait à l'insu du président. Une rescapée témoigne de la violence de l'attaque contre un convoi humanitaire par des groupes armés terroristes samedi dernier dans le nord du Burkina Faso. Et puis, selon le Centre de contrôle et de prévention des maladies de l'Union africaine, l'Afrique doit tripler le nombre de ses tests pour le Covid-19 dans les mois à venir pour avoir une longueur d'avance sur le virus. Voilà pour le sommaire, bienvenue à tous. Au Burundi, la Cour constitutionnelle a rejeté ce jeudi le recours du principal parti d'opposition contre le résultat de l'élection présidentielle du 20 mai dernier. Ce faisant, elle a proclamé président élu le candidat du pouvoir, Évariste Ndayishimiye. Les recours du chef du Conseil national pour la liberté, Agathon Rwasa, contre les résultats des élections présidentielles, législatives et communales du 20 mai dernier au Burundi sont nuls et de nul effet. C'est ce qu'a annoncé l'un des 7 juges de la Cour constitutionnelle. Le recours de l'honorable Agathon Rwasa et la note confidentielle sur les irrégularités déplorées par la CECA, la Cour a procédé à la vérification de la régularité de l'élection présidentielle du 20 mai 2020 et que de cet examen, aucune irrégularité de nature à remettre en cause le résultat des urnes n'a été relevé. La Cour constitutionnelle qui a estimé que le CNL, qui contestait les résultats provisoires donnés par la commission électorale, n'avait pas apporté de preuves suffisantes à l'appui de son argumentation, a ensuite validé les résultats définitifs, donnant le candidat du parti au pouvoir, le général Ndayishimiye, vainqueur de la présidentielle. CNDD-FDD, 3 082 210 voix, soit 68,70%. CNL vient en première position. CNL est 084 788, 24,18%. Elle vient en deuxième position. Monsieur Évariste Ndayishimiye est élu président de la République du Burundi pour un mandat de 7 ans. Évariste Ndayishimiye sera investi en août pour un mandat de 7 ans renouvelable une fois. Il va succéder ainsi à Pierre Nkurunziza au pouvoir depuis 2005, qui ne se représentait pas et l'avait adoubé comme son héritier. Quelques jours après l'attaque contre un convoi humanitaire par des groupes armés terroristes samedi, dans le nord du Burkina Faso, une rescapée témoigne. Selon un nouveau bilan annoncé ce lundi, cette nouvelle attaque d'une longue série avait fait 13 morts et 6 disparus. Une balle a frôlé ma tête, a témoigné Pognambila Sawadogo, rescapé de l'attaque contre un convoi humanitaire par des groupes armés terroristes. Il y avait 2 gendarmes à la tête du convoi. Ils les ont tués en premier et ils ont tiré sur les autres et sur notre ambulance. Ils ont tué le chauffeur, un membre du Conseil national de secours d'urgence et de réhabilitation. Une balle a frôlé ma tête et a touché le chauffeur. Il a crié qu'il allait mourir. Ils sont revenus, ont enlevé les vêtements du conducteur et ont mis le feu au véhicule. À ce moment-là, comme je ne pouvais plus me lever, j'étais seule, couchée et je les observais. J'ai été touchée au flanc, à la cuisse et au bras. Une attaque survenue samedi et qui a fait 13 morts et 6 gendarmes portés disparus au nord de Barça Logo, localité située au nord du Burkina Faso. Au nombre des victimes, on compte 7 gendarmes et 6 civils et plus d'une quarantaine de blessés reçus au centre médical avec antenne chirurgicale de Barça Logo et 7 blessés graves évacués au centre hospitalier régional de Kaya.
Après cette attaque, nous avons reçu 8 malades dans le service, parmi lesquels il y avait des blessés légers et un blessé grave. Cette attaque s'ajoute à 2 autres massacres vendredi et samedi pour un total d'au moins 53 victimes. L'Est et le Nord du Burkina Faso sont les régions les plus touchées du pays par les exactions djihadistes qui ont fait près de 1000 morts et 860 000 déplacés depuis 5 ans. Les forces de l'ordre du Burkina Faso n'arrivent pas à enrayer la spirale de violence djihadiste malgré l'aide des forces étrangères, notamment de la France, présente dans le Sahel avec 5100 hommes dans le cadre de l'opération anti-djihadiste Barkhane. Allons cette fois-ci en Libye où les forces du gouvernement libyen d'union nationale ont annoncé ce vendredi avoir pris le contrôle de la ville de Tarhouna, dernier fief des forces rivales du maréchal Khalifa Haftar dans l'ouest du pays en conflit. Nos forces héroïques ont étendu leur contrôle sur toute la ville de Tarhouna. C'est ce qu'a annoncé le porte-parole des forces pro-gouvernement d'union nationale, Mohamed Nounou, dans un communiqué sur Facebook. L'Afrique doit tripler le nombre de ses tests pour le Covid-19 dans les mois à venir pour avoir une longueur d'avance sur le virus. C'est ce qu'a plaidé le directeur du Centre de contrôle et de prévention des maladies de l'Union africaine. Le continent a pour le moment conduit 3,4 millions de tests, un nombre jugé insuffisant. Le directeur du Centre de contrôle et de prévention des maladies CDC de l'Union africaine, John Nkengasong, a plaidé ce jeudi pour un triplement en Afrique du nombre de tests dans les mois à venir afin d'avoir une longueur d'avance sur le virus. À ce jour, le continent a exploité 3,4 millions de tests, un nombre que le directeur du CDC Afrique voudrait voir grimper à 10 millions dans les 2 à 3 mois à venir. Lors d'une conférence de presse à Addis Abeba, John Nkengasong a précisé que les données actuelles indiquent un taux de 1700 tests pour 1 million de personnes sur le continent, bien loin derrière les 30 000 tests pour 1 million d'habitants au Royaume-Uni ou les 37 000 pour 1 million en Italie. Le CDC Afrique a déjà distribué 2,5 millions de tests aux membres de l'Union africaine, mais certains pays connaissent des pénuries. D'après John Nkengasong, une plateforme mise en place pour aider le continent africain à lutter contre le Covid-19 a permis de sécuriser 15 millions de tests par mois pour les 6 prochains mois. Ce jeudi, l'Afrique a eu enregistré un total de 162 000 cas et 4 600 décès depuis le début de l'épidémie du nouveau coronavirus, avec une moyenne de 5 400 nouveaux cas par jour sur les 7 jours écoulés. On passe cette fois-ci à la revue de presse Afrique. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette revue Afrique le 5 juin, vendredi de toutes les incertitudes à Bamako. 22 septembre voit Bamako en ébullition ce 5 juin. Le journal précise qu'il y aura 2 marches au même moment. Le prétoire se demande si le régime IBK pourra résister à cette pression de la rue, parlant de la marche en vue. Mais pour un des meneurs de la fronde, l'imam politique Mahmoud Diko, le régime n'a pratiquement rien à craindre. Nouvelle libération lui a accordé ses colonnes. L'homme déclare dans ce quotidien être en de bons termes avec le président IBK. Toujours est-il que rien n'est sûr dans cet imbroglio politique au Mali. Rassemblement politico-islamiste du 5 juin, écrit l'Indépendant. Plus de 35 partis politiques et associations ont signé jeudi un pacte pour la démission d'IBK. Le Nouveau Courrier, évoquant la situation sociopolitique de la Côte d'Ivoire, nous parle des gros ennuis du président Ouattara, rapportant les propos d'un avocat du barreau de Paris. Les schémas qui troublent le sommeil du président sont à retrouver dans la colonne du journal. Après la signature d'une nouvelle alliance avec Bédier, le quotidien d'Abidjan révèle l'agenda secret de Gbagbo. Fraternité Matin fait constater que le processus électoral se poursuit et nous informe que 10 848 centres d'enrôlement ont été créés sur le territoire ivoirien pour réviser la liste électorale. Mais prévient le président de la CEI à la une du quotidien Le Jour, eh bien les convoyeurs d'électeurs subiront la rigueur de la loi. 5 millions de personnes sont attendues pour cette actualisation de la liste électorale qui a nécessité pour sa mise en œuvre 10 932 postes.
L'œil du Sahel au Cameroun nous informe que 11 personnes sont mortes de coronavirus dans la partie septentrionale du pays. Ceux qui ont frôlé le pire témoignent. Et c'est le jour qui rapporte ici leurs propos à travers le titre « Comment j'ai été guéri du coronavirus ». Toujours au Cameroun, l'économie quotidienne prévient à propos du Covid-19 que les gestionnaires du Fonds de solidarité rendront compte. En attendant, comment vivre les relations amoureuses en temps de Covid-19, c'est ce qui préoccupe Mutation Quotidien ce vendredi. Et voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi.